Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Vous êtes à chaque fois très nombreux dans les réunions publiques. Ça fait plaisir de voir que pour les meetings, vous êtes là aujourd'hui. Alors, il y en a toujours un sur qui ça tombe, c'est moi, évidemment. C'est moi qui dois prendre la parole ce soir pour introduire le meeting. Moi, je voulais parler d'une chose. Je n'ai pas entendu de beaucoup de candidats réellement quelle était la place de l'élu. Et la place de l'élu dans une équipe, elle est très importante parce que c'est une typicité de ce genre d'élection. On choisit un maire, mais on choisit aussi une équipe. Et cette équipe, elle est évidemment fondamentale. On a eu la chance d'avoir des belles équipes pendant ces mandats. Et aujourd'hui, vous le verrez ce soir, mais une bonne partie de cette équipe est encore là. Et puis vous verrez également de nouveaux visages. Le rôle de l'élu, il est difficile parce qu'on est garant de la bonne gestion de l'argent public, on est garant d'une symétrie d'action dans nos politiques publiques. Et puis, il faut traverser des crises, parfois des choix qui sont très difficiles. On a commencé notre mandat dans la période Covid, même pendant l'élection. On l'a continué, il y a eu la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences économiques que l'on connaît, avec des conséquences importantes sur la production de logements notamment, mais pas que. Et puis, on a eu évidemment, là, récemment, des crises nationales avec des doutes au niveau gouvernemental. Donc tout ça, ça a un impact sur les collectivités. On a dû faire des choix, on a dû toujours arbitrer des choses qui sont très difficiles à arbitrer. C'est jamais binaire une décision de ce type, mais on a toujours eu une attention particulière pour préserver toutes les politiques publiques, sociales, environnementales, les politiques à destination de nos enfants, évidemment, les budgets dans les investissements des écoles, et puis les politiques culturelles, évidemment, parce que tout le tissu associatif de La Rochelle est une qualité absolument exceptionnelle et on a besoin de le préserver. Donc ça a été parfois des décisions complexes, mais on pense que la ville, en réalité, elle doit être un sanctuaire pour les Rochelais, c'est-à-dire que ça doit pouvoir nous préserver de ces aléas, de ce que l'on peut voir au national ou à l'international. Et c'est pour ça qu'il y a un cap qui a été tracé par nos précédents maires, évidemment de Michel Crépeau, de Maxime Bonneau et de Jean-François Fontaine. On s'est inscrit dans cette dynamique-là. Et cette dynamique, elle nous a amené à produire des idées qu'on va vous présenter ce soir, que monsieur le maire va vous présenter, maire et candidat va vous présenter ce soir. Ces idées, elles n'ont pas été prises dans les statistiques de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas sorties de ChatGPT. Elles ne sont pas non plus sorties des petits sujets irritants de Facebook. Ce sont des idées que l'on a largement travaillées pendant tout un mandat, avec des élus concernés qui sont sur le terrain, on fait des sacrifices personnels et professionnels pour pouvoir le faire parce que ça représente énormément d'investissement et de temps. Et pour arriver à traverser ces différentes étapes, parce que 6 ans, en réalité, c'est très court et c'est aussi très long, et bien on arrive aujourd'hui à une étape cruciale qui est celle de vous présenter une forme de continuité, mais des idées aussi que mérite La Rochelle pour continuer d'avancer. Parce qu'on pense évidemment que La Rochelle doit être dans une forme d'amélioration continue, même si beaucoup de gens nous envient notre qualité de vie, si beaucoup de gens nous envient l'attractivité de cette ville, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux ménages qui nous rejoignent. Ça fait plaisir et on espère que finalement, eh bien, les idées qu'on va vous présenter ce soir vont vous parler à toutes et à tous. Et je ne me suis pas présenté parce que c'est un oubli de ma part. En revanche, je m'appelle Sylvain Dardenne, je suis élu à l'urbanisme et je suis directeur de campagne avec Brigitte Devaux. Nous avons une co-direction de campagne. Brigitte Devaux est élue au département et je lui laisse la parole pour nous parler notamment de toute l'activité économique solidaire. Bonsoir, merci d'être là. C'est très impressionnant d'être devant vous, mais merci. Moi, je ne vais pas vous dérouler le programme puisqu'on attend tous que Thibaut Guiraud nous donne les grandes orientations qu'il souhaite défendre pendant cette future mandature. Je vais vous parler, ça n'étonnera pas ceux qui me connaissent, je vais vous parler un peu d'écologie. Sylvain a évoqué la question d'un cap qui avait été donné par Michel Crépeau et puis ses successeurs. Et à chaque fois, les successeurs de Michel Crépeau ont voulu aller plus loin dans l'écologie urbaine et dans les questions écologiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cap qui est celui de La Rochelle territoire zéro carbone et on se rend bien compte que la mesure du CO2 ne suffit pas et qu'il faut aussi regarder la biodiversité, ne pas se cacher vis-à-vis des pollutions des anciennes activités qui nous tracassent en ce moment, vous le savez tous,
mais il faut qu'on aille au-delà de l'inventaire et de la réparation de ce qui s'est passé dans le passé. Et aujourd'hui, on se dit que La Rochelle est tout à fait apte à organiser une forme non pas d'autarcie, mais d'autosuffisance. Aujourd'hui, ce que nous consommons vient d'ailleurs, et on se dit pourquoi ne pas essayer d'organiser une économie sociale et une économie alimentaire, une économie de circuit court qui nous permettent d'avoir une forme d'autonomie et qui permettent aussi de créer des emplois, de créer de l'activité et de créer aussi du vivre ensemble. Vous entendrez beaucoup ce terme dans notre campagne. C'est important d'avoir de nouveau, de conquérir la rencontre, de conquérir des savoir-faire et de partager ensemble ces savoir-faire. Et cette approche que nous avons sur l'économie locale, c'est d'abord sur des acteurs qui existent, qui sont présents, qui ont des initiatives et qui sont déjà en action et qu'il faut soutenir et renforcer. Et puis s'appuyer sur une monnaie locale. Alors une monnaie locale, c'est quelque chose qui permet de dépenser sur le territoire et que l'argent qui est dépensé, qui est donné aux différents acteurs qui produisent des choses, c'est de le laisser sur le territoire et d'avoir donc quelque chose qui est circulaire. L'économie circulaire, c'est la circulation des matières et le réemploi des matières, mais c'est aussi garder sur le territoire un certain nombre de richesses. Et donc cette économie locale, je vous la décris un petit peu. Il y a d'abord beaucoup d'acteurs autour du réemploi, autour de l'économie circulaire, autour de la réparation. Donc ces acteurs, on souhaiterait les fédérer, leur offrir une zone d'activité sur l'agglomération. Ils existent déjà, ils sont souvent, pour beaucoup, ils sont sur la zone d'activité de Périgny. Donc c'est un élément que Thibaut Guiraud, qui annonce qu'il sera candidat à la présidence de la communauté d'agglomération, il présentera et défendra ce projet d'une zone d'activité de l'économie de la réparation et de l'économie circulaire. Ensuite, il faut, pour avoir une forme d'autosuffisance, il faut produire des aliments. Une alimentation de qualité, ça veut dire installer des maraîchers, ça veut dire peut-être reconquérir nos potagers et avoir des gens qui nous animeraient pour nous apprendre un petit peu à mieux jardiner et à avoir des récoltes plus productives. C'est aussi apprendre à réparer, c'est apprendre... Et donc là, il faut pouvoir installer des maraîchers, il faut les former. On a des structures qui forment les futurs entrepreneurs, on ne le fait pas pour l'agriculture et le maraîchage. Donc des structures de formation, des réserves foncières pour proposer à ces futurs maraîchers du foncier, et ensuite leur proposer évidemment un débouché avec les marchés des cantines, avec un certain nombre d'organisations qui permettent d'assurer une alimentation durable et une consommation saine. Voilà. Et il y a d'autres sujets aussi dans cette autosuffisance, c'est l'énergie. Nous avons plein de toits de bâtiments publics et nous avons aussi des associations, des coopératives d'énergie citoyenne. Nous avons tous les moyens aujourd'hui d'équiper, de solidariser nos toits et de consommer notre propre électricité. Et là aussi d'être dans une forme d'autosuffisance, même si on n'aura pas l'autosuffisance totale. Mais voilà, c'est une dynamique qu'on souhaite vous proposer pour ces prochaines années. Et ça peut se mettre en place très, très rapidement. Voilà, un petit aperçu de ce que nous défendrons si vous, évidemment, nous donnez vos suffrages à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Merci. Et donc maintenant, il y a beaucoup de choses à vous présenter. Donc Thibaut va vous présenter les fameuses idées dont on vous a parlé. Merci Sylvain, merci Brigitte, mes deux co-directeurs de campagne. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Un état d'esprit où on va essayer de chercher la voie du milieu, l'équilibre qui caractérise notre équipe depuis le début de ce mandat. Et donc, et je vais d'abord présenter les grands axes, mais revenir tout de suite sur le fait que nous sommes toujours dans la recherche des grands équilibres. Du développement économique soutenable, d'abord, des politiques sociales rigoureuses, et puis ensuite des politiques environnementales ambitieuse. Et donc, quand on voit ces visages, les visages aussi d'une équipe stable, d'une équipe qui a acquis de l'expérience tout au long du mandat et qui me fait l'honneur de vouloir continuer sur cette liste Génération La Rochelle, dont j'ai le plaisir
de pouvoir la conduire pour ces élections municipales en mars 2026, et puis des nouveaux visages. Je ne vais pas forcément les montrer ce soir, parce qu'à chaque réunion, on va en faire présenter 2, tout simplement. Mais par contre, pour ceux qui sont curieux, et je sais qu'il y a des médias dans la salle, regardez un petit peu autour de vous et vous verrez peut-être des nouveaux visages sur le prochain mandat. Chères Rochelaises, chers Rochelais, chers amis, je suis absolument très, très heureux de voir autant de monde dans la salle Émile Combes à la Jeunette. J'ai choisi de démarrer ce cycle de réunions publiques où nous allons présenter les grands axes du programme ici à la Jeunette, parce que j'habite avec ma femme, mes enfants ici. Mes enfants ont été scolarisés de la maternelle jusqu'au collège. Et symboliquement, c'était important pour moi et pour l'équipe de démarrer ici à la Jeunette. Donc merci à tous de votre présence. Et donc je vais commencer à présenter les grands axes du programme. Avant de m'exprimer sur les grands axes, juste vous dire que d'abord c'est un immense honneur d'être votre maire. J'ai mesuré tous les jours l'exigence de la fonction, la responsabilité. J'ai vraiment pris la pleine mesure et je crois que La Rochelle mérite d'avoir un maire et une équipe pleinement engagés, mais surtout avec de grandes compétences. Et j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, quand je vois une partie de l'équipe qui va vouloir continuer et qui a acquis cette légitimité, cette compétence dans des délégations qui sont dures, parce qu'on a été amené à gérer des dossiers difficiles tout au long du mandat. On a aussi noué un certain lien de confiance avec les habitants. Je suis allé à la rencontre des habitants, des associations, des commerçants. Parfois, on se fait un petit peu enguirlander, mais on a acquis de l'expérience. Et le fait de pouvoir faire rentrer aussi dans l'équipe des nouvelles personnes, des experts issus du monde du sport, de la culture, du monde de l'association, eh bien, je crois que cette régénération va nous permettre de présenter une équipe qui va être au top sur les 6 prochaines années. Et donc, j'espère que les 2 prochains visages que je vais vous présenter seront à la hauteur de vos espérances. Donc, on va démarrer. Juste aujourd'hui, on va dresser 10 idées phares. Mais je dois d'emblée remercier les 384 contributeurs du programme, soit par une application qui s'appelait La Rochelle Demain, où certains citoyens en ligne ont dit voilà, pour mon quartier, pour ma ville, j'ai pensé à ça, je fais des propositions qui ont été compilées dans un programme qui est riche, qui est dense et qui va être présenté ces prochaines semaines, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des programmes en version papier qui vont être distribués dans l'ensemble des boîtes aux lettres pour que vous preniez le temps de voir l'ensemble de ces propositions. Et quand on les voit, moi je peux vous dire que j'ai été très très agréablement surpris, et on peut se dire aussi que de ressentir cette citoyenneté, cette envie de partager un certain nombre d'idées à l'échelle de sa ville, eh bien ça nous donne un côté très positif. Ce soir, moi je serai positif. Je ne serai pas dans la polémique, je n'ai pas envie de céder au clientélisme, de céder à une certaine forme de populisme. On voit des choses, je le dis à chaque réunion publique, je ne suis pas sur les réunions, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ma femme me l'interdit pour préserver ma santé mentale, et surtout quand on voit certains commentaires. Mais de temps en temps, j'ai une attachée de presse, et puis j'ai une équipe de campagne rigoureuse qui me dit « voilà ce qui se dit ». J'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Par contre, je veux qu'on puisse continuer de tracer un cap politique clair, basé sur ces 3 piliers, dont je répète, un développement économique soutenable, une politique sociale et des politiques sociales rigoureuses, et des politiques environnementales ambitieuses. Le programme, vous l'aurez dans les prochaines semaines. Il a été bouclé très récemment. On a pris le temps de faire encore des ateliers participatifs la semaine dernière. Et par contre, il y a 10 idées phares dont on considère qu'elles sont la ligne de force politique de ce que l'on veut faire ces prochaines années. Et c'est sur 10 idées phares que je souhaitais partager avec vous un début de programme. Donc c'est parti. Alors la première idée, c'est se dire qu'on a besoin d'une boussole en politique. Qu'est-ce qui guide notre action publique au quotidien ? Il y a quasiment une 50aine d'actions publiques ou de politiques publiques à l'échelle de la ville et de l'agglomération. On a fait le choix que notre boussole politique soit la santé. La santé parce que c'est le plus petit dénominateur commun entre nous tous. Bien-être, bien grandir, bien vieillir. Et on aura beau vouloir gagner de l'argent, on aura beau vouloir partir en voyage, on va faire ce qu'on veut. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'être en forme et d'être en bonne santé.
Alors comment ? Cette santé, on s'est dit qu'elle était intimement liée à toutes les questions liées à l'environnement. Et on l'a vu en 2020, quand on a présenté ce grand projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, où on a mis un consortium d'entreprises, d'universités, de collectivités autour de la table pour dire d'ici 2040, on va devoir atteindre la neutralité carbone en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, en captant du carbone, en renaturant les marais, en végétalisant la ville. Eh bien, on voit que pour l'instant, on est dans la bonne trajectoire, on est dans l'épure de ce qu'on avait prévu au niveau de nos objectifs pour atteindre cette neutralité carbone d'ici 2040. Mais quand on parle d'environnement, en fait, de plus en plus, on se rend compte que c'est hyper techno, mais ce qui parle aux habitants, pour traduire nos actions en faveur de l'environnement, eh bien, c'est la santé. Les transports décarbonés, c'est en lien avec la santé. Les pistes cyclables, c'est en lien avec la santé. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la terre, etc. Donc, notre première idée phare, ça va être de prendre ce grand projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui est l'identité et le cap politique du territoire, et de venir superposer toutes les questions de santé sur ce grand projet. Et donc, notre première proposition, c'est de décliner toutes nos politiques publiques au regard de l'environnement et de la santé, et d'avoir une délégation, c'est-à-dire un élu, Santé 360, qui passe au filtre tous les aménagements, tous les projets passent d'abord par la question de la santé. Est-ce que c'est positif ou négatif ? Positif, le coup part, on engage le budget et on fait le projet. Si c'est négatif, on re-questionne et on essaie d'améliorer le projet pour qu'il y ait un impact positif sur la santé. Donc, première idée, la boussole politique de notre équipe, c'est simple à retenir, la santé physique, mentale et environnementale. La deuxième idée phare, on a commencé à en parler, lors notamment de la conférence de presse il y a 15 jours, et cette idée, elle ne vient pas de nulle part. Parfois, on entend, oui, au niveau de la municipalité, ils n'écoutent pas assez les habitants. On n'arrête pas d'écouter les habitants, on fait des réunions publiques, on rend compte de nos activités. Et ce qui est intéressant, c'est justement sur ces réunions publiques où moi j'ai ressenti un élan tout au long de l'automne, quand on est allé dans ces 11 quartiers de la ville pour rendre compte de notre action publique. Ce qui est ressorti, c'est que les habitants nous disaient, attendez, vous nous parlez de La Rochelle, mais parlez-nous de notre quartier. Qu'est-ce que vous faites pour notre quartier au plus proche de nous, dans cette fameuse ville du quart d'heure ? Et là est née l'idée d'offrir un bouquet d'aménagements et de services sur chaque quartier, que vous soyez à l'Alleu, à la Palisse, à la Jeunette, au Minime, vous puissiez avoir un certain nombre d'aménagements. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Par exemple, des équipements sportifs, ludiques, comme des city-stades pour les enfants, des jeux d'enfants. Quand on voit le Square Valin, vous voyez le Square Valin sur le Vieux-Port ? Ce Square Valin, c'était à l'époque un parking avec des voitures. Nous, on aimerait à ce qu'il y ait un Square Valin dans chaque quartier. Et puis, on aimerait aussi des îlots de fraîcheur, parce qu'on voit qu'il va y avoir de plus en plus de canicules, intenses, fréquentes. Et donc, on espère, et on va végétaliser pour que dans chaque quartier, il y ait des endroits où on a un peu de répit. On veut aussi des bornes de recharge électrique, des toilettes publiques. Et oui, on le voit de plus en plus, on se balade. Alors, on se balade sur les promenades à Port-Neuf, devant la concurrence, ou au Minime, vous avez vu ces endroits qui ont été magnifiques, qui ont été faits sur ce mandat. L'avenue Michel Crépeau, au niveau de la ville en bois. Et bien souvent, on se dit, on cherche les toilettes publiques. Et bien on veut, dans ce bouquet d'aménagements et de services, avoir des toilettes publiques. Et puis on veut aussi, et je parle beaucoup de vivre ensemble, beaucoup de l'art de vivre à la Rochelaise, que beaucoup de villes nous envient. Vous savez, depuis que je suis maire, je suis allé à la conférence des maires à Paris. On a une notoriété incroyable à La Rochelle. Tout le monde veut venir à La Rochelle. Et les maires, à chaque fois, me disent, mais comment vous faites, vous ? Alors, on a un peu de chance. Il y a le climat. Bon, actuellement, c'est pas exactement ça. On est au bord de la mer, on a des aménagements, et puis on a une ville qui s'est véritablement transformée. Donc, je comprends que tout le monde nous envie, mais dans le cadre de ce vivre ensemble, et dans ce bouquet d'aménagements, il y a aussi des planchas électriques. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce que on a des journalistes dans la salle qui ont fait le buzz avec ça. C'était pas du tout l'objet. Mais pourquoi on en parle ? Parce qu'on est des gens sérieux. On a expérimenté cela dans le quartier de Port-Neuf. Parce qu'on pense aussi aux gens qui habitent dans des logements collectifs et qui n'ont pas accès à l'extérieur pour pouvoir se retrouver, pouvoir faire un barbecue et cuisiner ensemble. Depuis la nuit des temps, on célèbre autour d'un repas. Tout rituel, tout passage, tout moment festif, quelles que soient les cultures, on se retrouve autour d'un bon repas. Eh bien, on se dit que dans ce bouquet d'aménagement, il est aussi intéressant
d'avoir des endroits dans les quartiers où les habitants ne soient pas sur du repli sur soi, mais ont envie de se retrouver, passer un bon moment ensemble. Et vous inquiétez pas, s'il y a des dérives, on saura les gérer. Mais on va aller plus loin par rapport à ce pacte d'aménagement, ou ce bouquet. Et ça, je l'ai vu pendant tout le mandat. À chaque fois qu'on faisait des réunions, les habitants nous disaient, attendez, vous avez transféré beaucoup de compétences, qui étaient des compétences de la ville, à l'agglomération. L'assainissement, l'eau, les transports publics. Yellow Mobilité, c'est parti à l'agglomération. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les déchets. Et donc souvent, nous, on se fait un petit peu enguirlander. On nous dit, oui, la ville, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Ah non, c'est l'agglomération. Alors je vous rassure, il y a un alignement politique entre le président de l'agglo et le maire actuellement, et à l'avenir. C'est pour ça que si nous sommes élus, je souhaite être président de la communauté d'agglomération, on doit garder cet alignement. Mais on veut aller encore plus loin. On veut rapprocher tous les services de l'agglo et de la ville des habitants. Alors comment on va faire? On va créer un guichet unique dans chaque mairie de proximité pour que vous, à chaque fois que vous avez une question, même si ça relève d'une compétence du département, de la région, de l'État ou de la ville, je l'espère, eh bien que vous ayez un seul point d'entrée avec quelqu'un qui sera capable de vous donner une réponse de premier niveau. On va aller encore plus loin. Et les parents savent de quoi je parle. Les parents, ils ont souvent des comptes usagers pour payer la restauration scolaire. Je veux que chaque habitant ait un compte usager. Et quand il rentre dans la mairie de proximité, que ce soit à la Palisse, enfin à l'Alleu, à Port-Neuf, que ce soit au Minime, on vient juste de l'inaugurer, enfin on vient juste de la créer, quelle que soit la mairie de proximité dans laquelle vous irez, on puisse enregistrer votre demande, vous donner une réponse de première aide de proximité, et vous donner un récépissé en vous disant on a bien enregistré votre demande et on va suivre tout le parcours pour avoir que vous ayez la sensation, l'impression, et que ce soit efficace, que vous soyez écouté, entendu. Et sur toutes les compétences, même des compétences liées au département ou à la région. Donc la deuxième idée, la première c'était la santé, la deuxième idée, proximité quartier, tout simplement. On met un bouquet d'aménagement et on fait en sorte que vous ayez des réponses précises à vos questions sur l'ensemble des compétences de ce millefeuille administratif. Le troisième sujet concerne la sécurité. Alors là, c'est assez impressionnant. Quand on regarde l'observatoire ou les statistiques à l'échelle nationale, 42% des Français veulent que l'on règle les questions de sécurité, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, au niveau des élections municipales. Donc on a l'impression que ça s'impose un petit peu à nous. Alors sur ces questions de sécurité, moi je vais être très clair. Avec la police municipale, la sécurité a toujours été une politique publique assumée à La Rochelle. Assumée, ça veut dire qu'en 2017-2018, on a doublé les effectifs de la police municipale, on a armé la police municipale avec de l'arme létale, on a même fait en sorte que les équipes terminent à 3h du matin. Mais nous, dans notre ADN, ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait un continuum de prise en charge entre la police nationale et la police municipale, mais surtout qu'on ait une réponse proportionnée et rassurante. Quand on entend certains dire « on va encore doubler les effectifs de la police municipale parce qu'à La Rochelle, on n'est pas dans les standards ». Mais de quels standards on parle? Il faut regarder les statistiques. La semaine dernière, j'étais encore avec monsieur le préfet et la commissaire. En 2025, il y a 74 faits pour 1000 habitants. On est largement en deçà de tout ce que l'on peut observer dans des villes de taille identique. Pourquoi vouloir encore plus développer la sécurité? La sécurité, c'est assez simple, elle repose sur un triptyque. D'abord l'éducation, et je vais expliquer pourquoi. Ensuite la prévention, et en troisième temps, la répression. Alors notre troisième idée, ça va être en fait, donc je vais venir d'abord sur ce temps de la sécurité. 1, l'éducation. Pas plus tard que la semaine dernière, on était dans le quartier de Mireuil et on voit bien toutes les petites incivilités qui sont pénibles, elles sont faites sur des enfants de 12 à 14 ans. C'est eux qui les font. Je ne suis pas capable d'envoyer la police sur des enfants de 12 à 14 ans. Ces enfants-là, ils ont besoin d'être éduqués, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne une offre culturelle, sportive, qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent réfléchir. Et donc, on va renforcer notre politique et notre offre culturelle dans les quartiers, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Deuxièmement, sur la prévention, on a des associations qui sont formidables. La LPMS, la DUI, je peux en citer plusieurs, qui font ce qu'on appelle la médiation sociale. Et on a vu ces derniers mois qu'à chaque fois que les services de la prévention s'arrêtent, c'est au moment où il y a la situation qui se dégrade. Ça démontre bien que tant qu'on est sur le terrain, avec des adultes relais,
eh bien on arrive à tenir tous ces jeunes qui ont envie de faire des bêtises. Et puis en troisième temps, sur ces questions de répression, nous, notre réponse, elle est proportionnée. Et donc on va simplement créer 3 postes de policiers municipaux supplémentaires. Et quand je vous dis ça, c'est aussi l'ancien élu au budget qui sait qu'on est capable de les créer, et l'ancien élu aux ressources humaines qui sait qu'en créant 3 postes supplémentaires de police municipale de proximité rattachés aux mairies de proximité, eh bien on arrivera à reconstituer ce qu'on appelle des îlotiers, et donc de faire en sorte que notre police municipale revienne en proximité, au cœur des quartiers, en connaissant le nom des jeunes, en connaissant les commerçants, les habitants, etc. Et c'est cette police municipale que l'on souhaite avoir. Donc, troisième temps, des policiers municipaux rattachés aux mairies de proximité, avec un renfort des équipes de prévention et de médiation sociale. Un quatrième axe très important, on a beaucoup parlé de politique environnementale et de ce grand projet La Rochelle, territoire zéro carbone, mais notre ambition, c'est de faire en sorte que notre ville atteigne, ou en tout cas tende, vers l'autosuffisance énergétique, ou l'autonomie énergétique. Aujourd'hui, la ville, elle produit à peu près 25% de l'énergie en kilowatts de ce dont elle a besoin. L'idée, c'est de passer de 25% à se rapprocher de 100%. Pour ça, pourquoi on va le faire ? Comme l'a dit mon directeur de campagne, Sylvain Dardenne, qui est par là, où il se balade, Sylvain au fond, on a traversé beaucoup de crises. Moi, j'ai halluciné sur ce mandat. On n'a pas eu 6 mois de répit. Mais la crise la plus importante qu'on ait traversée, au-delà du Covid, au-delà des guerres, des crises financières, des crises économiques, ça a été la crise énergétique. Et quand j'étais adjoint en charge des ressources humaines, du budget, du jour au lendemain, il a fallu payer de 300 000, passer à 600 000 euros. Et on nous disait, si vous ne faites rien, on va même passer à 900 000 euros, tellement le coût de l'énergie augmente de manière significative. Donc, nous, notre rôle, c'est de voir loin. C'est de ne pas avoir des réponses au quotidien, c'est de voir loin. Et de faire en sorte qu'il y aura d'autres crises qui vont arriver. Et donc, on doit anticiper et de préparer l'avenir en faisant en sorte que notre ville, en tout cas nos bâtiments communaux, atteignent une certaine autonomie énergétique. Et donc, pour ça, notre quatrième proposition, c'est solariser un maximum de bâtiments communaux. Alors, bien entendu, c'est réduire notre consommation énergétique. 2, améliorer la performance énergétique des bâtiments. Et 3, solariser. Et ça, on saura le faire. Alors, on vous a mis des grandes idées, mais ces grandes idées, on va les rattacher à des grandes politiques publiques. Là, on parle de logement. Il y a une crise du logement actuellement. On manque drastiquement de logements sur le territoire. Il y a 11 500 personnes en attente de logement social sur l'agglomération. Vous imaginez 11 500 personnes. Et pour illustrer l'idée que je vais vous développer, je vais vous dire simplement une anecdote. Hier, nous étions avec les dirigeants d'Alstom, un des grands fleurons de l'industrie sur nos territoires. Et le dirigeant d'Alstom nous dit, vous savez, notre carnet de commandes, donc là, il fabrique des trains, des tramways, il est multiplié par 3 d'ici 2030. Mais je lui dis, mais 2030, c'est demain. Mais comment vous allez accompagner le fait de passer de 15 rames de TGV à 45 rames de TGV pour les produire ici, à Étré ? Il me dit oui. Eh bien, on va l'accompagner en passant de 1500 salariés à 2700 salariés. Et je dis, ah oui, très bien, vous allez embaucher, c'est super. Donc c'est très bon pour l'économie du territoire, pour l'emploi. Mais il me dit, le problème, c'est on ne sait pas comment on va faire pour les loger. Et donc, quand on entend certains qui sont très ambivalents, qui d'un côté vont dire, oui, il faut arrêter de construire, et puis en même temps qui vont aller un peu pleurnicher auprès de ceux qui n'arrivent pas à se loger, nous, on l'assume. On sait qu'on doit avoir une réponse proportionnée, continuer de créer du logement, mais on ne pourra pas... On voit que les réserves foncières s'amenuisent sur La Rochelle. On va devoir créer aussi un nouveau quartier sur le site du Parc Expo, mais je pense que Sylvain vous l'a développé tout à l'heure. Mais surtout, si on veut sortir de cette crise du logement, il faut avoir des idées simples. Et notre première idée, c'est d'aller puiser dans un stock de logements, un gisement de logements qui existe déjà. Alors on a fait une étude, et on sait qu'à La Rochelle, dans La Rochelle, il y a 850 logements inoccupés actuellement. 850 appartements vacants. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, les propriétaires n'ont pas fait les travaux.
Et leur DPE, le diagnostic de performance énergétique, il est tellement élevé, il est sur la lettre G, qu'ils ont l'interdiction de louer leur appartement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec l'agglomération, on va porter un grand projet de rénovation de ces 850 logements et on va dire aux propriétaires, on va payer les travaux de rénovation, on va améliorer la performance énergétique, en plus c'est bon pour l'environnement. Par contre, vous allez tout de suite remettre sur le marché locatif à l'année votre appartement et on va plafonner les loyers et tout ça on va le caler sur 7, 8, 10, 15 années. Et on va aller encore plus loin. Je vais vous donner un terme un petit peu technique, mais c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois. On va mettre en place de l'intermédiation locative. C'est-à-dire qu'on va dire aux propriétaires, non seulement on va vous accompagner pour faire les travaux, vous allez libérer le logement, mais en plus on va vous garantir les loyers. Comme ça, vous ne pouvez pas avoir peur que les locataires ne vous payent pas. On va vous garantir les loyers et on va aller même encore plus loin. Si demain, dans votre appartement, vous avez des locataires qui ont dégradé un certain nombre de choses, on le prendra à notre charge. Tout ça, c'est de l'intermédiation locative. Ce sont des choses un petit peu techniques à mettre en place, mais on saura le faire. On a la capacité de le faire. Et donc, voilà notre 5e idée. Rénovation énergétique de 850 logements et avec des loyers plafonnés. La 6e idée phare, qui là aussi doit marquer symboliquement ce que l'on veut faire. Rapprocher la ville de la mer et des Rochelais. La maritimité de La Rochelle, elle a été parfois un peu oubliée. Alors bien entendu, il y a le nautisme, on a nos grands ports, le grand port de pêche, le grand port de commerce, la régie du port de plaisance, 5300 bateaux, il y a autant de bateaux qu'il y a d'enfants à La Rochelle. Il y a 5300 écoliers, 5300, c'est des tips comme ça. Quand on est maire, on a besoin parfois de retomber sur ces chiffres. Et tout ça pour vous dire que notre ambition, c'est de doter de La Rochelle de plages de même niveau que ce que l'on peut voir dans nos aménagements au Vieux-Port. Tout le monde n'a pas la chance d'aller sur la mer. Et je peux vous dire que dans le projet, et notamment dans le projet sportif, il y aura beaucoup de choses sur le nautisme, sur la mer. Mais la mer, elle peut simplement se regarder de la plage. Et quand on voit notre ville, qui est une ville véritablement sportive, on a de plus en plus de personnes qui veulent aller faire du longe-côte, de la marche nordique, qui veulent aller à la plage, respirer, se balader. Et en fait, quand on est à La Rochelle, on a surtout envie d'aller sur l'île de Ré. Et ça, c'est une politique véritablement sociale. Imaginez tous les enfants qui sont sur Villeneuve-les-Salines, sur Tadon, sur Bongraine, au Minime. La plage, elle est toute petite au Minime. Et donc, ce qu'on veut faire, et ça va être un marqueur fort, on veut commencer entre la plage sud, les Minimes, la plage centrale, la Concurrence, et la plage nord, Chef de Baie. On veut tout de suite doubler la surface de la plage des Minimes. D'un point de vue social et intergénérationnel, je sais de quoi je parle. Je vais faire un pas en arrière. Pour financer mes études, j'étais maître nageur sauveteur sur les plages d'Hossegor. Donc je passais l'été à surveiller les gens dans l'eau et je regardais un petit peu ce qui se passait sur la plage. Et je peux vous dire, on voit des choses extraordinaires. Le véritable lien intergénérationnel et de vivre ensemble, c'est sur la plage qu'il se noue. Et donc ce qu'on veut faire à La Rochelle, c'est de faire en sorte qu'on ait des véritables plages avec de l'espace où tout le monde puisse venir, mais toute l'année. Que ce ne soit pas des plages qui soient utilisées juste au mois de juillet-août. Et on le voit de plus en plus avec les combinaisons néoprène, avec tous les sports nautiques, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de profiter de la plage toute l'année. Donc notre 6e idée, c'est d'agrandir la plage des Minimes. Donc vous voyez, vous avez la plage sur la droite, il y a un petit épi rocheux, donc celui-là on va le réenrocher et on va venir combler derrière toute la digue du Lazaret, derrière le parking, ou devant plutôt, on va combler de sable pour faire en sorte d'agrandir cette plage et retrouver une certaine dynamique sur le quartier des Minimes. Derrière, c'est aussi la galerie marchande, c'est aussi répondre aux besoins des commerçants, des habitants, etc., etc. Un 7e axe qui concerne l'accessibilité, le stationnement, la circulation. Et nous, on veut réaffirmer notre intention que le centre-ville soit accessible. Mais le centre-ville doit rester apaisé. Et d'ailleurs, on voit que le taux de fréquentation piétonne, il est en augmentation de 10% par an depuis 6 ans. Donc on voit que notre centre-ville, ça fonctionne. Et le fait qu'on garde du stationnement payant, ça évite justement qu'il y ait des voitures ventouses qui restent pendant une semaine, 15 jours. Et cette rotation permet, et notamment aux commerçants, d'en bénéficier. Et puis surtout aux gens qui habitent en centre-ville, aux habitants, de pouvoir bénéficier de ces places de stationnement. Donc le stationnement doit rester payant. En revanche, notre grand projet, c'est de doubler la surface
du parking de Verdun. Pour qu'on ait un grand parking en proximité du centre-ville, et ça, c'est pas très compliqué à faire. Le parking Verdun aujourd'hui fait déjà 550 places, et l'idée, c'est sur sa partie donc ouest, on puisse creuser à cet endroit-là, sans gêner l'autre parking à côté, sans gêner les flux, sans gêner toute l'activité commerciale qu'il y a sur Verdun, mais de pouvoir doter la ville de La Rochelle d'un parking souterrain de 550 places supplémentaires en hyper proximité. Vous imaginez un parking de 1100 places? Vous sortez et ensuite vous descendez la rue Gargoulot et vous déambulez dans l'ensemble du centre-ville. Il y a une liste d'attente qui est très importante sur le parking de Verdun. Et quand on vous dit qu'on est capable de le faire, on est capable parce que budgétairement, les parkings souterrains, ce qu'on appelle les parkings en ouvrage, eh bien, c'est un budget annexe. Et ce budget annexe sur le mandat, non seulement on l'a désendetté, mais on lui a donné des capacités à réinvestir massivement et donc de pouvoir financer un grand projet sur le prochain mandat. Et donc je vous annonce, si vous nous faites confiance, il y aura un deuxième parking souterrain de 550 places à Verdun. Et ce sera le moment aussi de requalifier la place avec une dalle assez épaisse pour pouvoir aussi y voir des événements sportifs, culturels, etc. Et que ce soit un vrai lieu de vie, parce qu'actuellement, cette place de Verdun n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et puis, pour accompagner cette politique de stationnement et pour vous montrer à quel point la dynamique et l'attractivité économique, elle est importante, et notamment pour nos commerçants en centre-ville, aujourd'hui, le stationnement se termine en termes de paiement ça, à 19h. Donc à partir de 19h, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans nos parkings pour pouvoir bénéficier, aller au restaurant, dans les spectacles, le cinéma, etc. Eh bien, notre idée, c'est juste d'abaisser à 18h et qu'on diminue l'amplitude et qu'à partir de 18h, on ait la gratuité pour toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Donc ça, on l'a chiffré. On sait qu'on peut l'absorber parce qu'on a besoin quand même des recettes de stationnement qui sont des recettes dynamiques qui nous permettent de réinvestir. Et on sait que finalement, entre 18h et 19h, le manque à gagner, il est vraiment très faible. Mais par contre, en faisant ce geste, qui est un petit peu un geste symbolique, ça va permettre aussi à toutes les personnes qui se disent « Tiens, on va en centre-ville, on va au cinéma, on va au restaurant. » Mais au lieu d'arriver à 19h ou 19h30, on va arriver plutôt à 18h, on va pouvoir se balader dans les rues, aller voir nos commerçants, peut-être faire quelques achats avant d'aller au restaurant ou d'aller voir des amis. Et donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que sur la dernière heure de travail des commerçants, il y ait aussi un afflux de monde, un peu d'activité et beaucoup plus de roulement. Est-ce que ça vous convient? Je vous pose pas de questions, mais alors, qui est pour? J'ai pas envie de dire qui est contre. Merci de votre encouragement, de votre soutien. Je me sentais un petit peu seul. Bon, merci. Donc on a fait déjà les 7 grands projets. Vous voyez, on est des personnes qui avons de l'ambition pour la ville et on essaie de répondre à l'ensemble des politiques publiques. Et donc le 8e projet, alors là, beaucoup en parlent en ce moment. Il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui maîtrisent quand même les dossiers. Et quand je vous dis que dans l'équipe, on va avoir aussi des experts pour pouvoir s'occuper de ce genre de dossier, vous verrez dans quelques temps, nous sommes des gens sérieux. Et quand on parle de sport pour tous, est-ce que notre adjointe au sport est présente? Elle est là, Catherine. Viens, Catherine, s'il te plaît. Alors, Catherine Leonidas, qui donne autant de temps à toutes les assemblées générales pour des activités sportives ou des clubs amateurs, olympiques, professionnels, sur le sport santé, elle a tout décliné. Mais Catherine, elle sait faire. Alors, elle n'a pas forcément envie de continuer, mais elle va nous accompagner aussi quand même. Mais elle sait qu'il va y avoir de véritables forces vives pour continuer son œuvre. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on va parler de l'Arena Basket, Catherine, le gymnase La Pinelière, c'est toi? Oui. Le stade Marcel de Flandre, c'est toi? Non, c'est nous. Mais c'est nous à chaque fois. Mais il faut dire pour La Pinelière. Parce que... Juste 2 secondes. La Pinelière, vous savez, c'est l'ancienne ASPTT. Et vous connaissez tous un club qui va fêter ses 150 ans. C'est la Rochelaise et la Fraternelle réunies, le club de gym. Il y a 5-6 ans, la région nous a dit « Madame, vous allez enlever vos gymnases parce que moi, je veux récupérer mon gymnase. » C'était un gymnase qui appartient à la région. Et donc, il a fallu qu'on trouve un hébergement pour nos 500 gymnastes de la Rochelaise et de la Fraternelle réunies.
Donc on a construit une salle de gymnastique absolument fantastique pour toutes les gymnastes, filles et garçons de La Rochelle et du territoire. Et donc cette salle, elle est tellement belle qu'au mois d'août, on l'a inaugurée. On lui a donné le nom d'une fille qui a été championne olympique, qui s'appelle Émilie Le Pennet, qui a été championne olympique en barre asymétrique en 2004. Et l'équipe de France de gym est venue dans notre salle s'entraîner pour les championnats du monde. Et dans les filles que nous avons vues, il y en a 4 qui sont championnes du monde. Voilà. Merci Catherine. Merci Catherine. Reste un peu avec moi parce que là on parle de sport. Alors, quand on parle de sport, là nous on va dire... Bien entendu, on va décliner notre politique sportive avec énormément d'idées à proposer, ça vous les aurez dans le programme. À un moment donné, il fallait quand même en sortir une véritablement structurante. Et donc, notre projet, c'est de créer une salle de basket à l'échelle de l'agglomération, portée par l'agglomération. La ville de La Rochelle n'est pas capable, d'un point de vue financier, de porter ce type de salle. Et une salle de basket de 4500 places, compatible avec une salle de spectacle. Alors, j'ai un certain nombre de choses à vous dire. D'abord, on sait faire. Sur les tribunes du Stade Rochelet à Marcel de Flandre, côté rugby, on l'a fait. Le pôle nautique des Minimes, on l'a fait. Le gymnase de la Pinelière, on l'a fait. Certains de vos enfants vont sur le terrain synthétique de Bouffeny pour le foot. On sait faire. Et quand on dit, nous, on va faire une salle de 4500 places, on sait qu'on aura les compétences pour les faire. 1, d'un point de vue financier. 2, parce que sur l'implantation, il y a 2 sites. Il y a celui de Puy-de-Boreau, juste devant l'Hyper-U, en bas du parking, le long de la Rocade, qui est un site qui appartient à la communauté d'agglomération et qui serait compatible avec l'implantation de cette salle. Et il y a un autre site qui est sur la zone d'Angoulins, qui est aussi à l'étude. Donc on a fait les études techniques, les 2 sites sont possibles. Celui de Puy-de-Boreau tient la corde, mais dans tous les cas, on va dire l'implantation de cette salle de basket compatible avec une salle de spectacle pour 11 dates par an, pas plus, parce que les championnats de basket ne permettront pas de faire plus, eh bien ça se fera en partenariat avec les 27 autres communes de l'agglomération, étant donné que c'est une structure qui sera portée par l'agglomération. Alors on parle d'un investissement aux alentours de 25-30 millions d'euros, donc une bonne partie qui sera amenée par l'agglomération. Le reste, ça sera de la dette qui sera levée, et cette dette, elle sera remboursée par le Stade Rochelet Basket, qui va payer un loyer sur plusieurs années, et puis toutes les activités commerciales autour. Donc quand on dit ça, on le dit aussi parce qu'on sait que le Stade Rochelet Basket, par l'intermédiaire de son président Charles Kloboukov, sont d'accord pour qu'on puisse y aller ensemble, mais surtout c'est une manière de réaffirmer que les grands équipements du territoire, ils doivent rester publics. Certains commencent à dire qu'il faut faire des partenariats publics-privés. Regardez ce qui s'est fait sur le stade du Matmut à Bordeaux, c'est un gouffre financier. Donc si on veut garder la maîtrise sur du long terme, avoir une véritable vision politique, c'est à nous, collectivités, de prendre le risque, de porter ces équipements et par contre de faire en sorte qu'à l'intérieur, on ait des acteurs qui soient assez solides pour payer un loyer sur du long terme. Donc notre 8e proposition, idée, c'est de construire donc cette salle de basket de 4500 places. Ce serait le bon dimensionnement tel que ça a été vu avec le club et surtout que ce soit compatible avec l'accueil de spectacles. Alors il reste 2 idées phares. Une ville qui vit, c'est une ville qui fait la fête. Et à La Rochelle, notre identité, c'est la mer. Je parle toujours de maritimité. C'est aussi pour ça qu'on a accueilli les assises de l'économie de la mer cette année à La Rochelle. Mais qu'est-ce qui fait notre identité territoire? Qu'est-ce qui fait notre sentiment de vie, ce sentiment d'appartenance, ce vivre ensemble, cet art de vivre à La Rochelaise? Eh bien, c'est qu'on puisse s'appuyer sur des acteurs événementiels, des acteurs culturels, pour organiser une fois par an un grand événement estival populaire et gratuit. Populaire et gratuit pour que l'ensemble des générations puissent se retrouver sur ce grand festival, pour cette grande fête. Quand on voit les francopholies, moi j'y vais chaque année, on voit que c'est un certain public. Les dimancheries, le dimanche soir, avec un certain nombre de jeunes qui font de la techno, c'est superbe, il y a un monde, il y a 4000, 5000 personnes sur le Vieux-Port, mais on sent que c'est un certain public. Chaque événement a son public. Et nous, on veut réunir l'ensemble des publics et surtout parler aux Rochelais et qu'ils aient chaque année un rendez-vous qui marque et qui jalonne leur vie et surtout qui les rassemble au sein de ce que l'on veut faire, le vivre ensemble et l'art de vivre à La Rochelaise.
Et puis, la 10e idée, c'est une idée qui est venue assez récemment, où on s'est dit que notre liste s'appelle Génération La Rochelle. Nous, on a vocation à répondre à toutes les générations, à toutes les étapes de la vie. C'est aussi pour ça qu'on a présenté ces grandes actions. Mais notre rôle numéro 1, c'est de préparer les futures générations à la citoyenneté. Alors donner envie donner goût à la vie démocratique. Surtout de leur donner envie de travailler l'esprit critique, la pensée complexe. Moi, je peux vous dire, en tant que dirigeant d'entreprise, depuis quelque temps en tant qu'entrepreneur, je suis docteur en physiologie, j'ai fait des choses assez complexes dans ma vie. Quand j'étais adjoint au maire, en charge du budget, 140 millions d'euros à gérer. Quand j'étais en charge des ressources humaines, sur la ville, sur l'agglo, sur du CCS, 3000 personnes à manager. C'est complexe. Je peux vous dire que nos politiques publiques, quand on voit toute la réglementation, deviennent de plus en plus complexes. Si tout de suite on ne commence pas à former les futures générations de La Rochelle en créant un parlement des jeunes pour qu'ils puissent venir s'acculturer, parler avec nous, on aura beau leur dire il faut faire ça, ça ne marchera pas. C'est les adolescents, les lycéens, en travaillant avec eux, avec ce parlement des jeunes, où on arrivera collectivement à trouver les solutions à leurs problématiques. Et les solutions, ça sera à eux de nous les donner. Et donc, à l'instar de ce que nous avons fait sur le conseil municipal des enfants, à l'instar du conseil municipal, on va dire, des adultes, eh bien, il nous semble important d'avoir un parlement des jeunes. Les jeunes, j'ai envie de dire, c'est ce qui m'inquiète le plus. La dégradation de la santé mentale, elle est terrible partout en France, à La Rochelle aussi. Il y a un véritable repli sur soi, du fait de nos téléphones, nos smartphones. Il y a de plus en plus de violence à l'école. On a parlé beaucoup de harcèlement ces dernières années. Mais nos enfants, ils sont à la fois connectés avec le monde entier, et en même temps, ils sont tout seuls dans leur chambre. Eh bien, ce repli sur soi, nous, on doit lutter contre. On a fait des actes très forts sur ce mandat. Quand on construit, et on est en train de le faire, ça sera livré dans 2 ans, le conservatoire de musique et de danse. C'est plus de 10 millions d'euros. Certains me disent, mais c'est incroyable de mettre autant d'investissements dans un conservatoire pour réunir des gens qui dansent et qui font de la musique. Ben oui, c'est un acte politique, ça. Moi, je préfère voir des personnes qui soient bien dans leur corps, qui gèrent leurs émotions, qui bougent, qui jouent. Quand on joue, d'ailleurs, quand on apprend la musique, on apprend plus facilement les autres langues. On s'habitue, on est beaucoup plus agile. Donc on doit continuer d'investir pour nos jeunes. Et pour ça, le fait d'avoir un parlement des jeunes, eh bien, ça nous semble être une bonne voie. Et vous voyez, sur ces 10 actions, je crois que ça va être très représentatif de ce que l'on cherche à faire. À la fois sur l'expérience, sur une certaine régénération de l'équipe, mais un équilibre entre nos différentes politiques publiques. Et de ne pas dire, nous, on va faire que de l'écologie. Nous, on va faire que des aménagements. Nous, on va faire que attention au budget. Tout ça, ce sont des équilibres. Et je peux vous dire que nous serons garants de ces équilibres. J'espère vous avoir transmis un petit peu d'énergie, un petit peu d'enthousiasme, vous redire à quel point je suis très fier d'être maire de La Rochelle. Je me suis exprimé ce soir en tant que candidat. Je ferai le maximum jusqu'à fin mars. Et puis après, on verra. Mais en tout cas, je serai toujours à vos côtés. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vous ai parlé de La Rochelle, mais on va quand même vous faire 5 propositions rapidement pour le quartier de la Jeunette. Parce que c'est ça aussi notre ambition. On va avoir un programme réparti sur La Rochelle qui concerne tout le monde, mais il y a aussi un focus sur le quartier. Alors, 5 propositions qui sont dans le programme, qui seront financées et qui sont techniquement faisables. La première, je crois qu'on doit vite embellir la plage de la Concurrence. Et nous avons un schéma directeur qui s'appelle le schéma directeur du parc Charruillet, qui va venir jusqu'au niveau de la pergola. La pergola, si vous avez les restaurants, donc de Christopher Coutenceau, vous avez aussi la Yole de Chris. Et bien tout autour, je crois que ce n'est pas du tout encore au niveau où on devrait avoir la plage de la Concurrence.
Donc ce qu'on souhaite, c'est embellir la plage à concurrence, à la fois devant au niveau du sable, végétaliser et faire en sorte que tout le tour du site de la pergola soit plus qualitatif. La deuxième proposition, celle-ci, on l'a déjà annoncée, elle est dans le programme, mais elle sera faite dans 1 an, c'est de protéger le quartier d'un Xynthia plus 20. Et donc, c'est de faire en sorte que toutes nos maisons, qui aujourd'hui sont encore, on va dire, prennent un risque. On a à peu près 550 logements sur le quartier de la Genette qui, si demain il y avait de fortes inondations avec un Xynthia supplémentaire, on a 550 logements qui sont concernés. Donc notre proposition, c'est de finir les travaux sur la porte des Deux Moulins pour rehausser l'ouvrage et de faire en sorte que l'on protège tout le quartier de la Genette pour au moins 50 ans. Protéger nos maisons, nous protéger collectivement et ne pas avoir peur de la montée des eaux. Ça sera dans le programme. C'est quelque chose que l'on sait faire, on l'a déjà annoncé. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites par nos services et nous pourrons le faire d'ici 2 ans. On passera de 550 logements qui aujourd'hui encourent un risque à 15 logements. La troisième proposition, on l'a déjà annoncée, elle n'est pas budgétisée, donc ça veut dire que si notre équipe était amenée à continuer à notre place, peut-être que ça ne se verrait pas, ça ne se fera pas, mais c'est aussi la création d'une piste cyclable sur l'avenue Coligny. Il y a eu 7 scénarios qui ont été présentés, notamment et bien travaillés avec le comité de quartier, et je peux vous dire que l'événement dramatique qu'il y a eu il y a 2 ans sur cette rue, moi, me marquait durablement. Je faisais partie des premiers à arriver sur place, et je peux vous dire qu'un élu, il y a des choses extraordinaires, mais de temps en temps, vous êtes au contact de choses graves et qui vous marquent, et qui vous donnent encore plus ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de la population. Et je peux vous dire que depuis quelques mois, quand on sait ce type d'événement, on souhaite, nous, absolument enclencher la réalisation de cette piste cyclable sur Coligny pour encore plus sécuriser nos aménagements cyclables et notamment pour tous ces enfants qui rejoignent l'école de la Genette. La quatrième proposition, c'est la rue Jean Guiton. Je la prends 4-5 fois par jour, vous devez me voir en vélo moi j'habite sur le haut de la Genette, enfin pas sur le haut mais rue Victor Hugo, et puis je descends à la mairie, je fais des allers-retours. Vous savez, cette avenue Jean Guiton, je crois qu'elle n'est pas du tout au niveau aussi du quartier. Et donc on souhaiterait avoir une requalification de cette rue Jean Guiton en préservant le nombre de places de stationnement, je préfère le dire d'emblée. Et en fait, quand on voit la largeur de la rue, quand on voit déjà les pistes cyclables de chaque côté, quand on voit le nombre de places de stationnement et quand on voit surtout la place sur les trottoirs qui ne sont pas de qualité, nous aimerions, dans le prolongement de ce qui a été fait sur la rue Léonce-Villejeu, quand on va au Vieux-Port, remonter jusqu'au rond-point qui se situe devant l'église de la Genette, et bien que tout ça soit requalifié, embelli, végétalisé, je le redis, en préservant les places de stationnement, et en faisant l'avenue Coligny, et puis quelques mois ou quelques années après, faire Guiton, on va encore plus accentuer cette centralité que nous adorons quand on voit tous ces commerçants-là. Alors je ne vais pas faire de la pub, mais le boucher, en face, la poissonnerie, la pâtisserie, le bistrot de la Genette, etc. C'est extraordinaire. On a une chance d'avoir tous ces commerçants. On a tout. Le fait d'avoir une requalification de l'avenue Jean Guiton et d'avoir cette avenue Coligny aussi embellie, je pense qu'on va encore plus marquer le quartier de la Genette pour les prochaines années. Et puis, la 5e proposition que nous avons chiffrée, elle coûte cher, mais on sera capable de le faire, c'est les réseaux électriques aériens. Il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est laid ? Et donc on souhaite les enfouir, donc on appelle ça l'effacement des réseaux, et donc mettre en place un schéma directeur sur le quartier où petit à petit, au gré des travaux, qu'on puisse basculer ces câbles aériens en souterrain. Voilà. Donc les 5 propositions pour le quartier de la Genette, est-ce qu'elles vous conviennent ? Tant mieux, merci beaucoup. Et maintenant, c'est le moment de vous présenter 2 nouveaux visages qui vont venir rejoindre l'équipe. Et donc, à chaque réunion publique, on présentera 2 nouveaux visages. Alors, suspense, on commence par Bérangère Auvergnat, qui habite le quartier. Très connue du quartier, acteur culturel. Tu veux que je fasse ton CV, ton pédigré ou... Allez, je te passe la parole.
Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, bizarrement, ceux qui me connaissent savent que normalement, je n'ai pas peur d'un micro, mais ce soir, je suis un petit peu impressionnée, je vous le concède. Je suis ravie, en tout cas, d'être là et très honorée. Je viens me présenter en tant que personne qui représente un petit peu la culture, en tout cas à travers ce que je fais dans mon métier. Et je vais parler un petit peu de moi, juste pour vous expliquer qui je suis et pourquoi je suis là. Je suis originaire de Toulouse et j'ai effectué toutes mes études jusqu'à l'âge de 19 ans où je suis partie à Paris faire une école d'art. J'ai vécu à Paris jusqu'à faire mes enfants à Paris. Et ma belle famille habitait et habite dans cette rue, même, rue de la Pépinière. Il se trouve que je suis tombée amoureuse de La Rochelle et que j'ai plus voulu repartir du tout. J'avais une qualité de vie, j'ai appris à mettre mes enfants sur le vélo et j'allais les déposer à l'école et c'était quelque chose de merveilleux. Je les ai d'abord déposés à Port-Neuf, à la crèche Méli-Mélo, pour ensuite les mettre à l'école de la Jeunette. J'étais à l'époque dans une agence de communication. Je faisais des logos, des chartes graphiques, de la publicité, de la direction artistique. Il se trouve que je dessine et que je peins depuis toujours. J'ai hérité ça de mon père et de ma famille qui m'a donné une appétence pour l'art et les belles choses et le patrimoine. Il a créé, en parallèle de son métier de médecin, un musée d'histoire de la médecine à Toulouse, auquel j'ai contribué malgré moi en grandissant. Et il a mené ce projet jusqu'à la fin de sa vie, qui a été assez courte malheureusement, mais il a réussi à ouvrir ce musée à l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse. Je vous dis tout ça parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'a particulièrement marquée et qui, je crois, je m'en rends compte aujourd'hui, devient de plus en plus clair. Donc je me suis retrouvée à La Rochelle dans une agence d'art graphique de communication et j'ai tout quitté pour ouvrir il y a 8 ans presque une galerie d'art parce que ça m'a rattrapée et que je ne pouvais pas faire autrement que de me rapprocher de ce que j'avais du plus profond en moi, à savoir générer des émotions et essayer de les faire partager et de les partager avec d'autres. Il s'est trouvé que lors de cette inauguration de la galerie, qui est rue Fleuriot, il y a eu beaucoup de monde. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est génial, il y a du monde qui viennent pour de l'art. Donc j'étais contente. Et du coup, pour les 1 an de la galerie, j'ai voulu réitérer, et j'ai voulu fêter l'anniversaire de la galerie. Et il y avait encore là des gens au rendez-vous qui étaient très contents de voir des expositions, qui me félicitaient et qui revenaient. Et donc, je me suis posé la question et je me suis dit, mais c'est étrange. On me dit qu'il n'y a pas peut-être grand-chose ou que malheureusement des galeries se sont fermées et que les gens sont en demande de ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire les 1 an, les 2 ans, les 3 ans. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'alibi. C'est chiant au bout d'un moment. Et j'ai cherché quelque chose de plus grand. Quelque chose qui me transporterait, parce que je crois qu'au-delà de l'art, ce qui me plaît, c'est de voir dans le regard des gens de la curiosité. Peut-être ne pas aimer ou aimer, mais au moins susciter quelque chose, une interrogation, de se dire qu'est-ce qu'on voit, pourquoi et à quoi ça sert. Que ce soit, évidemment, pour ma part, la peinture, le dessin, la photographie, mais je vous parle de ça, je vous parle de générer des émotions, évidemment, le théâtre, la danse, la musique, la lecture, la poésie, la littérature. Je parle à mon niveau, pourquoi ? Parce que à partir de ce constat-là, j'ai beaucoup discuté avec un ami qui est ici dans la salle et qui m'a aidé à monter ce projet, il se reconnaîtra. J'ai décidé de créer un festival d'art contemporain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle le festival Printemps Fleuriot, qui était dans la rue Fleuriot. En amont, nous avions essayé de faire un pôle de galerie dans cette rue, qui n'était pas trop voué au commerce à la base, et on s'est dit que c'était une rue plutôt parfaite pour se poser et aller déambuler au fil des galeries. Donc nous avons créé ce festival d'art contemporain qui a perduré pendant 5 années. À travers ce festival, je me suis confrontée à plein de choses en fait sur le terrain.
Il y a eu évidemment le côté jouissif de partager de l'art avec les Rochelais et de l'art gratuit que l'on offrait aux passants. Donc c'était une démarche à travers l'association de trouver des financements, de faire des dossiers de subvention et donc de travailler aussi avec la mairie et les services culturels de la mairie. Donc en ce sens, j'ai beaucoup côtoyé et j'ai beaucoup embêté les services culturels de la mairie. Tout ça pour dire que finalement, le terrain, on le connaît en devant faire des choses et à force d'essayer de les faire, on les comprend. On arrive à comprendre le système et on côtoie des gens au quotidien. Alors on va côtoyer la voirie, le service de sécurité, le service de commerce et marché, le service culturel. Si on a envie de construire un arbre en plein milieu de la rue Fleuriot, en fait, il faut bien plein d'acteurs différents et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on veut mettre une plancha dans la rue Fleuriot, figurez-vous que ce n'est pas forcément possible. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une profonde envie, quelque chose qui est ancré en moi, qui est de démocratiser l'art. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, elle est vraiment... C'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Et pour moi, La Rochelle, elle brille, elle rayonne énormément à travers le rugby, à travers la voile, à travers la musique, les francos, le CCN, la danse. Mais pour moi, il manque un pôle important, c'est l'art. Je veux que des gens se déplacent pour se dire « je vais à La Rochelle parce qu'il y a telle chose qui me plaît et on va passer par La Rochelle pour aller voir ça ». C'est arrivé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la map monde à un moment donné de Jean Denan, qui a été gravée dans la rue Fleuriot. Des gens se sont déplacés pour la voir et j'étais assez fière de ça. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Nicolas Dauban, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il était dans Télérama et dans Le Monde récemment, qui a été à la Villa Médicis pendant 1 an, et qui, en ce moment, a inauguré une exposition au Panthéon et au Musée des Armées à Paris. Et la ville, et j'en suis très fière, a acheté dans ses collections une œuvre spécialement conçue pour le futur musée d'art et d'histoire de La Rochelle, pour la pièce du XXIe siècle, qui est l'hôtel de ville de La Rochelle, en feu, en limaille de fer. Vous regarderez, et je serai très fière qu'elle voit le jour. Elle a été déjà dévoilée au Musée du Nouveau Monde, avec qui nous avons aussi collaboré énormément. Et je remercie beaucoup d'ailleurs Catherine et Anna Maria pour cette collaboration. Et Mélanie Moreau qui n'est pas là, mais qui a beaucoup œuvré aussi à ce lien-là. La transversalité, pour moi, c'est très important des arts. Moi, je vous parle de la peinture et du dessin, mais je suis aussi vraiment transpartisane de vouloir... mélanger, en tout cas confronter. On a travaillé avec le FEMA, on a travaillé avec les Franco, on a travaillé avec presque le CCN, on n'a pas réussi, pas à temps. Mais en tout cas, d'avoir quelque chose qui ne reste pas dans son coin et qui est pluridisciplinaire. Ça, c'est une chose. Donc pour moi, mon projet, en tout cas à moi, ce sera de défendre cette partie-là. Et je peux vous dire que je l'ai chevillée au corps. Et que je vais peut-être agacer un peu de gens pour pouvoir faire aboutir mes projets, mais c'est quelque chose qui est très important. Et La Rochelle mérite vraiment d'avoir un côté culturel vraiment développé. On ne peut pas avoir du rugby à ce point, on ne peut pas avoir un CCN, la coursive, les Franco, et il manque, je suis désolée, quelque chose qui stimule. Non, vous n'êtes pas d'accord? Un peu en art contemporain? Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Et il y a un autre volet que je voulais développer. On a parlé des équipements tout à l'heure pour les quartiers. Eh bien, j'ai eu la chance, à l'époque, à un moment donné, d'être professeur de dessin, ici, dans cette salle. Et j'allais chercher les élèves à l'école de La Jeunette. Et j'avais un petit groupe que je montais dans une salle à l'étage. Et j'avais fait construire une petite table où j'avais tout mon petit matériel. Et à chaque cours, je sortais mes affaires et je les refermais. Et ça me prenait énormément de temps. Je fais une proposition. Peut-être que dans le kit d'aménagement des quartiers, pourquoi pas essayer aussi d'aménager, autant pour les jeunes que les seniors ou autres, mais en tout cas des petits kits, pourquoi pas, pour pouvoir accueillir des cours de dessin, des cours de théâtre, en tout cas de la culture. Voilà. Peut-être, ça existe certainement déjà, mais peut-être les repenser et les mettre à jour, et qu'ils soient au moins équivalents, et qu'on ait peut-être cette proposition-là, parce que la culture, elle doit être accessible par tous.
Entendre et se dire c'est pas pour moi parce que j'y connais rien, ça je veux pas l'entendre en fait. Ce qui est très important, c'est d'abord de ressentir des émotions. Et si on a envie de cette appétence pour la culture, c'est parce qu'on y a été un petit peu éveillé à un moment donné. On ne peut pas se découvrir du jour au lendemain, tiens, je vais lire un livre. Non, si on ne vous a pas donné le goût de ça, vous n'allez pas l'avoir. Ben, c'est pareil pour la musique, pour la danse, pour le dessin. Donc ça doit faire partie de l'éducation. À travers le projet de l'association, on a travaillé avec des écoles, on a confronté 2 écoles, mais on les a rassemblées pour créer une œuvre d'art avec le collège Fabre d'Églantine et Fromentin. On a profité du Pass Culture, on a fait travailler un artiste, des professeurs d'arts plastiques, et ils ont construit une œuvre d'art dans la rue Fleuriot. Et ça a été vraiment, pour moi, ça me donne des poils, mais ça a été un succès, parce que des enfants qui sont venus au début, ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi l'art ?» À la fin, ils étaient fiers d'eux, et ils ont pu exprimer et expliquer leur projet. Voilà, donc ça, je veux vraiment que ça soit là. C'est trop long. Je vois que tu es passionné. Merci de rentrer dans l'équipe, Bérangère. Et puis maintenant, j'appelle... Excusez-moi. Oui, j'avais dit, il ne fallait pas me lâcher le micro. J'ai juste un mot sur l'équipe à dire. Excusez-moi. Il y a l'apéro après. Non. Je veux dire juste que si je suis cette équipe, c'est pas parce que je connais Thibaut certainement en dehors de ce lieu. Nous nous sommes connus à l'école avec les enfants, mais c'est pas parce qu'on se connaît que je suis là. Je suis là parce que je sais qu'il y a des convictions, que dans toute l'équipe, il y a des gens en qui je crois et en qui j'ai confiance. Donc c'est ça qui me donne envie de m'investir aujourd'hui. Voilà, c'est le sérieux, le travail et la solidité. Sinon, je ne serais pas là. Merci Bérangère. Et donc le deuxième visage, j'appelle Jonathan Laubert. Bonsoir à tous. Bon, je vais essayer de faire un peu moins long, un peu plus... Je sais que vous avez faim, moi aussi j'ai très faim. Non mais je suis ravi d'être parmi vous, donc comme vous l'avez compris, moi ça va être plutôt sur la dimension sport et nautisme. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien sportif de haut niveau en voile olympique. J'ai été notamment médaillé aux Jeux de Londres en 2012. J'ai participé aux Jeux de Rio en 2016. Et donc, moi aussi, comme Thibaut, je ne suis pas rochelais. Je sais que c'est quelque chose de très important. Hein. Ça fait un moment maintenant que je vis à La Rochelle, depuis 2004. Et souvent, on me demande « Ah, t'es rochelais, c'est vrai, c'est pas vrai ?» Non, je ne suis pas rochelais, je suis du nord de la France. Mais je pense que s'engager dans un territoire, y prendre des responsabilités, ça a certainement autant de valeur pour la ville. Et pour la petite anecdote, ma fille est née juste à côté d'ici, à la clinique du Mail. Donc peut-être que ça compte un peu. Il y a une partie de la famille qui est rochelaise. Non, si je me retrouve avec vous ce soir, c'est parce qu'en fait, tout au long de ma carrière sportive, j'ai eu l'occasion d'énormément voyager, de voir de multiples initiatives autour du sport et du nautisme dans les différents pays, dans les différentes villes que j'ai pu visiter. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je rentrais à La Rochelle avec grand plaisir, je me disais qu'il y avait certainement plein de petites choses à mettre en place pour pouvoir améliorer la dynamique de la ville et surtout donner à tous envie de faire du sport, de bouger, parce qu'on sait tous à quel point c'est important pour toutes les générations. Et je pense que l'énergie du sport, elle est extrêmement contagieuse. Donc à partir du moment où ça se voit, où c'est facile d'accès, on a envie d'y aller et on a envie de se bouger tous ensemble. Et donc c'est pour ça que quand j'ai eu envie après avoir été élu à la commission des athlètes de haut niveau, au niveau du comité national et sportif français pour Paris 2024, on a beaucoup travaillé sur notamment le village olympique et toutes les choses qu'on pouvait faire pour aider nos athlètes à gagner des médailles. Et bien en fait, quand ça s'est terminé, je me suis dit que j'avais envie de continuer à m'investir, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus locale, au niveau de la ville de La Rochelle. Et quand j'ai décidé de m'engager, je me suis retrouvé dans la même situation que vous. C'est-à-dire avec quelle équipe et avec quel candidat le faire. Et donc voilà, je me suis posé des questions simples. Avec qui je vais le faire? Et donc les critères que j'ai mis sur la table, c'est est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'ils connaissent les dossiers? Et surtout, est-ce que les paroles sont en adéquation avec les actes? Et effectivement, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Thibaut à plusieurs reprises, c'est vraiment ça que j'ai retrouvé en lui. J'ai retrouvé quelqu'un de sérieux, qui avait une vraie vision pour La Rochelle, qui sait ce que c'est que de s'engager au quotidien.
et qui, au fil de nos discussions, m'a vraiment montré qu'il avait envie de dynamiser la ville et de faire des choses pour les Rochelais. Donc voilà, j'espère que dans quelques semaines, vous allez avoir un petit peu le même cheminement que moi et vous saurez quel bulletin de vote choisir pour dynamiser cette ville et la faire grandir. Merci Jonathan. Bon, écoutez, on a présenté beaucoup de choses, tout le monde a envie de s'exprimer et je pense que c'est hyper important de voir combien les gens ont envie de s'investir dans cette équipe. C'est normal, c'est pas un exercice facile de parler devant 300 personnes, c'est vraiment complexe. Nous, on est un petit peu rompus à l'exercice, mais c'est pas facile, on a toujours envie de procurer et d'exprimer beaucoup de choses. Je vais demander à nos élus de la majorité qui nous suivent dans cette équipe et dans cette aventure, dans un futur mandat, on l'espère, de nous rejoindre pour dire un grand merci à tout le monde et puis un grand merci à l'association aussi, Cabane des Rêves, qui s'occupe des enfants pendant qu'on discute. Voilà, et l'objectif c'est de pouvoir poser des questions autour d'un verre, donc ça se transforme de garderie en petit bar, où on peut donc discuter tous ensemble autour d'un verre, manger 2-3 choses et poser toutes vos questions, on est là pour y répondre. Merci à tous, merci de votre présence. Thank you.